était une fois le nom de la rose. Nous sommes en 1327, dans une abbaye, dans le sud de la France ou au nord de l'Italie. Des moines sont assassinés. Survient un enquêteur qui tente de résoudre ces meurtres. À quoi sont-ils dus? À la venue imminente de l'Antéchrist? Au vice nocturne de moines décadents? Ou à la bibliothèque, ce piège fatal dans lequel il est interdit d'entrer? Le nom de la rose, c'est aussi un autre mystère. Comment une somme érudite de 600 pages, écrite par un linguiste sur le Moyen-Âge, devient un best-seller international? Sans doute d'abord parce que Le nom de la rose, c'est 6 romans en un. C'est un roman policier, une enquête criminelle, un jeu de pistes. C'est un roman d'initiation, avec un novice qui découvre la réalité du monde, se confronte au mal et fait l'expérience du désir. C'est un roman historique, en plein automne du Moyen-Âge, avec la confrontation entre le pape et l'empereur. C'est un roman encyclopédique, qui brasse tout le savoir médiéval, de l'enluminure à la botanique. C'est un roman théologique, avec la lutte à mort entre l'orthodoxie et l'hérésie. C'est un roman philosophique, avec l'opposition entre la liberté et l'oppression, la connaissance et le dogmatisme, la tolérance et le fanatisme. Le héros du nom de la rose, c'est Guillaume de Baskerville. Guillaume comme Guillaume d'Occam, le philosophe anglais que l'Église condamne comme hérétique parce qu'il préconise le raisonnement rationnel. Et Baskerville, en allusion à la célèbre enquête de Sherlock Holmes, le chien de Baskerville, où une fois de plus le détective brille par son extraordinaire capacité de déduction. Guillaume de Baskerville, c'est donc un Sherlock Holmes du Moyen-Âge. C'est un enquêteur humaniste, un ex-inquisiteur qui traverse une crise existentielle, qui a rejeté l'Inquisition, sa violence, son fanatisme, pour qui désormais enquêter ne signifie plus juger, mais expliquer. Non plus torturer des corps, mais déchiffrer des signes. Non plus imposer un dogme, mais rechercher la vérité. La soif de connaissance, la perspicacité, nul hasard si Guillaume est le seul dans cette abbaye obscurcie par l'obscurantisme à porter des lunettes, symbole de sa clairvoyance. Face à lui se trouve Jorge de Burgos, le vieillard aveugle, le gardien de la bibliothèque aux yeux blancs, le prophète de malheur, celui qui sait tout. Il incarne le dogmatisme, la répression, le conservatisme. Et l'enjeu de ce face-à-face entre Jorge et Guillaume, c'est l'accès à la bibliothèque, le droit à la connaissance, la liberté de penser. Le nom de la rose résonne en nous très fortement par des enjeux extrêmement actuels. D'abord, le combat pour la liberté, contre le dogmatisme, le fanatisme, pour lesquels la fin justifie les moyens et la foi légitime le meurtre. Comme le constate Guillaume de Baskerville, souvent, ce sont les inquisiteurs qui font les hérétiques. Deuxième enjeu au cœur du roman, le pouvoir du livre. La lecture est-elle un danger? A-t-on le droit d'interpréter les textes? Faut-il donner accès aux livres? Les interdire, comme l'impose entre autres le mouvement djihadiste Boko Haram, dont le nom même signifie « livre interdit »? Les détruire, comme lors des autodafés nazis? Là où on brûle les livres, on finit aussi par brûler les hommes, écrit le poète Heinrich Heine. Troisième enjeu au cœur du roman, le droit de rire. Peut-on rire de tout? Les pouvoirs autoritaires redoutent le rire, à juste titre, le ridicule tue. Par sa puissance de dérision, le rire sape l'autorité du dogme. Voilà pourquoi le moine Jorge condamne le rire et rejette les caricatures quand il s'agit des saintes écritures. Combat pour la liberté, pouvoir du livre, droit de rire, tels sont 3 enjeux essentiels au cœur de ce roman très actuel. Au miroir du nom de la rose, je vois 3 œuvres. La première, c'est la poétique d'Aristote. Tel est en effet le livre que les moines poursuivent jusqu'à en être assassinés. C'est un livre empoisonné, qui tente et qui tue. Écrit par la plus grande autorité de toute l'Antiquité, Aristote, le philosophe par excellence. La première partie de ce livre est connue, elle traite de la tragédie. Sa deuxième partie aurait été perdue. Elle parlerait de la comédie. Ce deuxième livre constitue un danger absolu, car de ce livre pourrait partir l'étincelle luciférienne qui allumerait dans le monde entier un nouvel incendie
Et on désignerait le rire comme l'art nouveau, inconnu même de Prométhée, qui anéantit la peur. La deuxième œuvre au cœur du roman, c'est Fiction de Borges, dont l'une des nouvelles s'intitule La bibliothèque de Babel. C'est une bibliothèque secrète, solitaire, totale et infinie. Et il y a dans cette bibliothèque un livre qui contiendrait la clé de tous les autres. Et il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans Le Nom de la Rose, le bibliothécaire, souvenez-vous, s'appelle Jorge de Burgos. C'est en fait le double de Jorge Borges. On peut donc lire Le Nom de la Rose comme une lutte à mort entre un Sherlock Holmes humaniste et un Borges intégriste. La troisième œuvre au cœur du roman est un film. C'est l'adaptation de Jean-Jacques Hano. Un succès international. 77 millions de dollars au box-office. Mais une trahison, selon Umberto Eco. Sean Connery y incarne Guillaume de Baskerville et Eco déplore ce côté James Bond au couvent. À l'origine, Le Nom de la Rose commence par un défi. Une éditrice lance une collection de brefs romans policiers écrits par des non-romanciers. Elle sollicite Umberto Eco, qui lui répond « Si je devais écrire un roman policier, ça se passerait dans une abbaye au Moyen-Âge, et ça ferait 500 pages. » Refus, donc. Mais de retour chez lui, il se met aussitôt à écrire. « Pourquoi un monastère ? J'avais envie de tuer des moines, déclare Eco. Mais pourquoi Le Nom de la Rose ? Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader, déclare Eco. Alors il écarte son titre de travail, L'abbaye du crime, trop policier. Et il choisit comme motif la rose. Parce que la rose est une figure symbolique tellement chargée de signification qu'elle finit par n'en avoir plus aucune, ou presque, dit-il dans son apostille au Nom de la Rose. C'est aussi un écho au roman de la Rose, ce roman médiéval, ésotérique et satirique. Le titre offre donc une ouverture, un mystère. Lors de sa parution, en 1980, le livre connaît un succès foudroyant en Italie. Mais en France, tous les éditeurs le refusent. Motif ? C'est intraduisible, c'est inclassable, ce n'est ni un roman ni un essai. Jusqu'à ce qu'une nuit, l'épouse du patron de Grasset, Jean-Claude Fasquelle, Niki, une Italienne, réveille son mari endormi par ses éclats de rire à la lecture des Nome della Rosa. Grasset décide donc de publier le roman et confie la traduction à Jean-Noël Schifano, qui offre au public français un chef-d'œuvre. Le succès devient mondial. Personne n'y croyait, à commencer par Umberto Eco, le premier. Résultat, 50 millions d'exemplaires vendus. Traduit en plus de 40 langues. 30e livre, le plus vendu de toute l'histoire. En un roman, son premier, publié à 48 ans, Umberto Eco est devenu un mythe planétaire. La devise du Nom de la Rose, c'est « Le devoir de qui aime les hommes est peut-être de faire rire de la vérité. Faire rire la vérité, car l'unique vérité est d'apprendre à nous libérer de la passion insensée pour la vérité. » Voilà le message humaniste essentiel au cœur de ce roman. Faire rire de la vérité, c'est recourir au rire comme une arme de résistance, de dérision contre l'oppression. Mais il faut aussi faire rire la vérité, que la vérité rit elle-même, et d'abord d'elle-même, grâce à l'humour sur soi, cette distance salutaire. Telle est la libération à laquelle nous invite Umberto Eco. Le Nom de la Rose, c'est la célébration de la liberté de penser, de la tolérance qui rejette tout magnétisme, qui sait que l'enfer peut être le paradis regardé de l'autre côté. Et que, contre la vérité mortelle de l'intégrisme, ce mal radical, nous avons aussi pour nous sauver la distance de l'intelligence, la conscience du doute et l'humanité du rire. Le point qui me touche tout particulièrement dans Le Nom de la Rose, c'est bien sûr la bibliothèque. Une image du monde, un monde en soi, l'univers en livre. Un océan de signes où se déploie l'infini du sens. Une forteresse qui plonge ses racines dans les profondeurs du temps. Un labyrinthe fascinant. Trouver son chemin dans cette forêt de signes, à travers les fausses vérités et les vrais mensonges, de livre en livre, jusqu'à atteindre le livre ultime, voilà le fabuleux voyage auquel nous invite Umberto Eco.
Parce que c'est là une histoire de livres, et que les livres se parlent entre eux. Et il en savait quelque chose, Umberto Eco, cet homme bibliothèque, lui qui possédait 35 000 livres. Voilà le plaisir qui nous est donné, la passion de la lecture, la jouissance de la connaissance, la jubilation de l'érudition, la joie de l'esprit. Et il y a aussi l'humour, qui fait du nom de la rose un véritable éloge du gai savoir. Le nom de la rose, c'est en poche, et comme d'habitude, c'est moins de 10 €. À la semaine prochaine, dans ma bibliothèque.